Bonjour à tous et bienvenue dans le débat sartois. Vous le savez dorénavant, une émission proposée par la rédaction d'LMTV Sarthe. À l'heure où un Français sur deux déclare ressentir de la fatigue informationnelle, on parle d'infobésité. À l'heure où 54% des Français se méfient de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Le baromètre annuel Kantar pour le journal La Croix, qui parle de la confiance des Français dans les médias, est clair sur le sujet. Nous nous sentons assaillis d'informations de manière générale, sans toujours savoir si ces mêmes infos sont traitées par de vrais journalistes. Et alors que nous voyons l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos médias, comment les médias, vos médias, et en ce qui nous concerne, les médias locaux peuvent mieux s'organiser pour préserver leur raison d'être. Quelle est-elle, cette raison d'être ? C'est de vous informer en toute liberté, de manière fiable et dans le sens de l'intérêt général. Une réflexion que les médias mènent au quotidien. Et je vous propose de découvrir quelle réflexion nous menons dans nos rédactions locales avec les invités représentés ce soir sur le plateau. Le débat sartois, c'est tout de suite. Avec moi sur ce plateau, Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France en Sarthe. Merci d'être avec nous, Nicolas. Jean-Yves Breteau, responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa, vice-président de la CNRA, Confédération régionale des radios associatives, et également coprésident auprès de la Fédération nationale. Et puis, évidemment, je représenterai les télévisions locales, si vous le voulez bien. Et à nos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Deloire, journaliste, éditeur, secrétaire général de Reporters sans frontières et, en ce qui nous concerne aujourd'hui, délégué général du comité des États généraux de l'information. Merci d'être avec nous. C'est avec vous que je souhaite dresser un rapide mais non exhaustif état des lieux de ce que ces États généraux vous ont appris jusqu'à aujourd'hui sur le rapport qu'entretiennent les Français avec leurs médias d'information. Christophe Deloire. On a toujours tendance à commencer par un sujet qui est les Français n'ont pas confiance envers les journalistes. En fait, si on compare, pardon, mais je ne veux pas être le joyeux de riz de la matinée qui dit tout va bien, mais si on compare, les Français ont confiance dans la fiabilité des informations qui leur sont délivrées sur les médias publics à 59%. 54% pour les médias privés. Si on les interroge sur les réseaux sociaux, c'est la moitié, c'est moins de la moitié, 27%. Bref, on peut voir toujours les verres à moitié vides, à moitié pleins, mais en réalité, il y a un niveau de confiance qui n'est pas ridicule. Alors, c'est vrai que si on pose la question, et c'est le premier chiffre que vous donniez, est-ce qu'il faut se méfier d'eux ? Moi-même, quand je regarde une antenne, quand je lis un journal, évidemment que je me méfie d'eux. Il faut garder une forme de distance, d'esprit critique. Mais le fait de se méfier ne veut pas dire que vous pensez qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans et que rien n'est fiable. Donc je voudrais commencer par dire que les choses ne sont pas. Mais vous avez absolument raison. Le même sondage dont je parlais tout à l'heure fait état de 73% des Français qui écoutent la radio et qui regardent la télévision et qui leur font confiance pour s'informer. 70% des Français qui lisent la presse régionale lui font confiance pour les informer. C'est pas mal. Alors la question qui est posée et à laquelle les États généraux de l'information ont vocation à répondre, c'est un processus collectif, un chantier national, républicain, pour trouver, j'allais dire, un bien commun, dans le sens de l'intérêt général, sur comment il y a un cadre démocratique sur l'ensemble des questions informationnelles. Au moment où l'intelligence artificielle propose un potentiel de manipulation complètement inédit dans l'histoire. Au moment où les réseaux sociaux ont totalement bouleversé la distribution des contenus en général et mis en concurrence directe toutes sortes de contenus qui n'ont rien à voir, la publicité, l'information sponsorisée, la rumeur, le propos qui s'autorise seulement de lui-même, et le journalisme, parfois de moins bonne qualité, mais le journalisme de qualité, etc., etc. Au moment où, effectivement, les médias d'information souffrent économiquement du fait d'un effet ciseau. S'agissant de la presse écrite, les revenus étaient notamment par le papier. Alors peut-être viendront-ils beaucoup plus par le numérique, mais enfin c'est lent à venir, ça monte, mais c'est lent. Et puis la publicité qui est absorbée par les plateformes. Bref, notre espace informationnel, cette place du village où on échange les idées, les opinions, les informations, elle est bouleversée. Il faut reconstruire un cadre démocratique. Ça, c'est l'ambition des États généraux de l'information. Vous partagez le même constat tous les deux. On va commencer par Ouest France.
Oui, on a eu une première révolution avec le web. Il a fallu s'adapter. On va en avoir une seconde et on est déjà dedans avec l'IA, ça c'est clair. Et on a mis du temps, nous, médias locaux, à s'adapter déjà au numérique, tous autant qu'on est, j'ai l'impression. Je vais rebondir sur le modèle économique. Il y a un moment donné, on est une entreprise. Même si nous, on se plaît à le rappeler maintenant, nous sommes gérés par une association. Donc on fait pas partie d'un groupe, et c'est une association indépendante. Donc on a cette indépendance, mais cette indépendance, il faut la préserver. Et pour la préserver, il faut garantir un modèle économique. Celui qu'on avait avant, uniquement par le papier, avec les petites annonces, avec tout ce qui était notre modèle économique, il est tombé par terre il y a 15 ans. Donc il a fallu reconstruire. Il a fallu aussi à ce moment-là absorber le volet numérique, les réseaux sociaux. Vous êtes bien placé pour le savoir, tout le monde le sait. La confiance, elle est dans un titre. Voilà. Et nous, on a cette chance, à Ouest France, dans les 12 départements que l'on couvre, d'avoir cette confiance. On a un taux de lecture à l'Ouest qui est supérieur à l'ensemble du territoire national, et de très très loin. On diffuse plus que tous les quotidiens nationaux. Donc on touche plus de gens. Donc l'objectif, c'est de garder cette confiance auprès des gens, qui continuent à s'abonner, qui continuent à nous lire. Donc tout ça, c'est voilà. Et on trouve notre chemin sur les principes et sur les valeurs que représente Ouest France depuis des années. Les principes et les valeurs, ça c'est quelque chose que vous défendez dans les radios associatives, en local notamment, Jean-Yves Breteau. Les valeurs, effectivement, c'est tout d'abord comment bien défricher l'information. C'est vrai qu'on a la force d'intervenir beaucoup en milieu scolaire. Nous, par exemple, avec l'Université du Mans, où on forme en quelque sorte les élèves, les étudiants, à savoir comment se construit l'information. De fait, quand on comprend comment se construit l'information, on est plus vigilant aussi à l'information. On va sourcer, on va croiser, on ne va pas se contenter d'une information. Et je le dis toujours quand j'interviens à l'université avec le service culturel, même un même sujet, même s'il est sérieux, si on parle de l'IB, si on parle de l'UMA, si on parle du Monde, si on parle des Échos, il est toujours intéressant pour se faire une idée plus élargie, plus précise, d'aller lire finalement ce qui se dit dans ces journaux-là, parce que les angles, et c'est là le sujet, ne sont pas traités de la même manière. Donc quand on va consulter l'ensemble de la presse sur un sujet, on s'enrichit plus globalement sur un sujet finalement. Ça, c'est le sujet de l'éducation aux médias. Mais pour revenir aux États généraux qui ont commencé il y a quelques mois déjà, est-ce que les Français que vous avez écoutés, dont vous recueillez les impressions autour de l'information en général, vous parlent plus précisément de leurs médias locaux, ou c'est quelque chose de plus diffus? On ne fait pas forcément la différence entre Le Monde et puis Ouest France, par exemple, en local. Je crois que l'enjeu pour les gens, c'est l'information générale, et même entre médias locaux, nationaux, etc., et réseaux sociaux. L'enjeu, c'est quelle information m'arrive, comment je sais qui a produit cette information, comment il a procédé, est-ce que tout cela est pluraliste? Ça, c'est vrai que c'est deux questions que je viens d'évoquer, qui est la perception de comment tout ça est produit, dis-moi qui tu es, comment tu travailles, et là, je pourrais te faire confiance. Ou là, il sera légitime que la communauté nationale, à travers les politiques publiques, mette en place des actions de soutien. Ça, c'est une question importante. Il y a une deuxième qui est souvent posée, qui est celle du pluralisme. La peur des citoyens, c'est que seulement une partie de la réalité leur soit exposée, qu'il y ait des très grands biais. Et ça, c'est une source d'ailleurs souvent de très grande incompréhension. C'est qu'il y a ceux qui disent « mais nous, c'est la vérité, nous avons vérifié, c'est vrai ». Puis il y a ceux qui disent « oui, c'est vrai, mais il y a d'autres vérités ». Et c'est notre biais à nous, avec notre ligne éditoriale. Provocateur ce matin sur votre antenne, mais je pense il y a eu un tort à critiquer l'expression de Donald Trump sur les faits alternatifs. Pourquoi? Parce qu'il parlait de mensonges, il parlait de contre-vérité. Et ça, il faut absolument le dénoncer. Mais le fait que, face à une masse de faits, des médias, des journalistes choisissent là, alors qu'ils auraient pu choisir d'autres faits tout aussi exacts, ça, il faut reconnaître cette aspiration-là. Vous voulez dire et qu'on a tort de le critiquer, de dire que n'existe pas en journalisme. Je vais pas faire absolu. D'abord, évidemment, l'objectivité n'existe pas. C'est pas évident le pour tri tout le monde, lui-même, même dans un très grand souci de vérité, le tri lui-même est subjectif. Et ça, il faut assumer cette part de subjectivité, parce que ça, il y a une très grande demande des Français qui est parlez-nous de la réalité, de toute la réalité, pas seulement d'une partie. Et ça fait partie, à mon avis, des facteurs de défiance. Sur ces deux sujets, qui tu es? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on n'aurait pas raison d'un peu plus ouvrir nos rédactions
à nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs? Je pose la question de manière générale. Voire de les intégrer d'une manière ou d'une autre dans le processus de création de l'information. Je pose la question, Nicolas Carnec. La question s'est imposée d'elle-même avec les fake news, les réseaux sociaux. Ben oui, mais est-ce qu'on le fait réellement? Eh bien oui, on a engagé, nous, depuis quelques mois maintenant, une communication vers l'extérieur pour dire qui nous sommes. Ouais. Voilà. On a ouvert nos portes et on va encore les ouvrir. Ce sera le cas en Sarthe dans les prochains mois. On va inviter des lecteurs ou des non-lecteurs à venir nous voir, passer quelques heures avec nous pour leur montrer comment on récolte l'information, comment on la traite. Ouais, c'est ça. Voilà. Et quelles sont nos règles. On voit votre rédaction, là, Ouest France. Hein. Et surtout, quelles sont nos règles. On a des principes, on a des chartes, on en parlait tout à l'heure, et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Voilà. Alors effectivement, parfois, certaines informations où on est un petit peu... Mais on essaye d'avoir justement cette pluralité, ce pluralisme de l'information. Voilà. Et c'est là-dessus, et c'est uniquement là-dessus. Et je pense qu'on a un très gros effort, vraiment, tous les titres, pour dire qui nous sommes. Alors ça, c'est votre raison d'être, vous, par contre, ouvrir les portes, puisque ce sont beaucoup les auditeurs qui font la radio associative. Oui, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, quand on est une télévision, quand on est une radio, on le fait naturellement, puisqu'on fait du contenu avec des personnes... mais il faut le faire savoir aussi, si je peux me permettre. On le fait, nous on sait qu'on le fait, mais est-ce qu'on le fait savoir? J'ai envie de dire, pour le faire savoir, il faut aussi avoir envie de savoir. Donc, voilà. C'est la philo aujourd'hui. On le fait, c'est-à-dire qu'on invite quand même les acteurs du territoire, qu'ils soient culturels, économiques, sociaux, associatifs, syndicaux, à venir s'exprimer. Donc, quelque part, c'est une représentation de la population. C'est-à-dire que dans notre métier d'information, il faut quand même qu'il y ait du contenu à un moment. Après, tout dépend de la manière dont on aborde, évidemment, les sujets. Par exemple, voilà, on a eu à diffuser des magazines, on pourrait parler du format aussi, mais des magazines qui, je dirais, éveillaient sur les questions d'immigration, dont il est beaucoup question en ce moment, et on va beaucoup en parler au moment des élections européennes, parce qu'à un moment, on n'entend qu'un certain discours. Il suffit d'écouter que certains médias en information continue. Je trouve que ça devient même très inquiétant, parce qu'on ne donne qu'une vision de l'immigration. Et bizarrement, elle est négative, cette vision. Et je trouve que même sur le territoire départemental, au Mans, précisément, il y a des gens formidables qui sont issus de l'immigration. Bien sûr. Et nous, par exemple, on fait le choix, pas de cacher la vérité, il y a aussi des problèmes qui existent, mais surtout, avant tout, de valoriser les personnes. Ça s'appelle une ligne éditoriale assumée, exactement. Et c'est là qu'on parle d'une objectivité tout à fait relative dans la presse en général. C'est la raison pour laquelle nous, on dit qu'on a une ligne éditoriale engagée, mais non partisane. Christophe Deloire. Je crois qu'il y a plusieurs manières de faire du pluralisme. Il y a effectivement une diversité de lignes éditoriales, et puis ensuite, il y a la nécessité de médias qui, en interne, sur un même média, de proposer et d'offrir des visions du monde différentes. Et ça a une valeur. Les deux ont une valeur, mais ça a une valeur et c'est plus difficile aujourd'hui parce que l'écosystème de l'information, finalement, favorise quand même le fait d'avoir des spectres étroits. On est réunis là pour parler des médias locaux. La France a une chance, c'est qu'il n'y a pas encore, espérons qu'il n'y en aura jamais, de désert de l'information. Oui. Ce qu'on appelle aux États-Unis des déserts de l'information. Les États-Unis, voilà un pays dont on dit parfois qu'il a toujours 20-30 ans d'avance, pourvu que là ce ne soit pas le cas, dans lequel, dans chaque vallée, il y avait un journal de presse écrit très puissant, épais comme ça, qui nourrissait la démocratie locale. Et tout ça a disparu. C'est ajouté une polarisation des médias, avec Fox News, qui est liée à une évolution de la réglementation américaine et qui a remis en cause ce que j'appelais le pluralisme interne et qui fait que il y a eu des médias très conservateurs, républicains aux États-Unis, très à droite. La polarisation, c'est rarement d'un seul côté, ça se fait de deux côtés. À la fin, on a des médias où ce qui prédomine, c'est pas la curiosité pour le réel, c'est pas l'envie d'ouvrir les yeux, c'est l'intention. Et on regarde en fonction de l'intention. On ne construit pas son regard en fonction de ce qu'on regarde. Et puis à la fin, on a des gens qui veulent plus vivre dans le même pays. Et puis on a un pays, une démocratie qui est pourtant censée être les plus grandes du monde, qui est au bord de la guerre civile. Est-ce qu'on a envie de suivre ce chemin? Donc protégeons tout ce qui nourrit à tous les niveaux, non seulement la démocratie, qui peut être considérée comme un peu conceptuelle, mais notre
capacité à discuter sur la base de faits, sans commencer par s'insulter, se lancer des invectives et dire si toi tu regardes telle partie de la réalité, c'est que. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Pour avoir participé aux États généraux le 7 février au Mans, vous avez fait une halte au Mans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un petit peu de café du commerce, qui n'est pas un traitement tellement journalistique de l'actualité, à laisser les gens évoquer tout type de sujet sur la presse qu'ils ne connaissent bien souvent pas, et c'est à nous de faire de l'éducation aux médias. Je pose la question de manière un peu provocatrice. Et à l'information. Et à l'information. Provocatrice, et j'irais plus loin, je dirais quasi corporatiste. Peut-être, oui. Désolé, je ne suis pas, je devrais être plus charmant avec mon hôte. Je suis désolée, chers téléspectateurs, vous nous connaissez. Non, mais là, ce qu'on est venu faire, qu'on appelle, non pas café du commerce, mais café de l'info. Ouais. C'est une réunion citoyenne où, je vous l'accorde, il y avait un biais de recrutement, comme on dit, il y avait une surreprésentation de gens issus du milieu. Au Mans, il se trouve qu'il y avait beaucoup de journalistes. Absolument. C'est une réalité, c'était pas partout pareil. Mais les débats sont structurés de manière précisément, et ça, je pense que vous en conviendrez, à pas être dans une forme de bavardage, mais à aller creuser des sujets sur le comment on fait. Parce que le risque sur ces sujets, c'est que tout le monde, où qu'on soit, les journalistes disent « Oh là là, le public, il est comme ça ». Et c'est vrai que le public a ses contradictions, disons-le. Il n'y a pas que les journalistes qui ont leurs contradictions ou leurs torts. À l'inverse, le public dit « Les journalistes ». Maintenant, on est des adultes, on est des citoyens. Et la question n'est pas juste de déplorer, c'est de se dire comment on fait à l'ère numérique pour construire ce droit à l'information, qui est un droit pour tous, où qu'on se trouve. On peut en attester, Jean-Yves Breteau, c'est vrai que ça a cette vocation de laisser la parole aux citoyens et d'essayer d'apporter des solutions. Vous allez en faire quoi de ces solutions, de ces post-it numériques qu'on a vus là à l'image, justement, sur lesquels on met nos idées? Donc ces états généraux d'information, on a créé 5 groupes de travail sur des sujets différents qui fonctionnent grâce à des contributions qui leur sont envoyées. Il y a des contributions très riches, des dizaines et des dizaines qui sont envoyées aux états généraux de l'information, grâce à des auditions qui sont effectuées, qui continuent à être effectuées tous les jours. C'est un processus de 9 mois, c'est long. C'est long, mais enfin, pour travailler sur un sujet aussi compliqué, c'est pas trop. La participation citoyenne, qui prend plusieurs formes, dont celle des cafés de l'info et avec celui qu'on a fait au Mans, mais qui prend aussi la forme d'une consultation citoyenne qui a eu lieu, organisée par le Conseil économique, social et environnemental, la 3e chambre de la République, comme on l'appelle. Il y avait le week-end dernier, à Paris, des journées délibératives avec 100 citoyens tirés au sort, venus de toute la France, et qui, pendant 4 jours, il l'avait fait le week-end précédent également, ont travaillé pour formuler des propositions. Tout ça, on va l'agréger. Ça ne veut évidemment pas dire, je ne vais pas dire que la parole de chacun, la proposition de chacun va être retenue à la fin, parce que ce n'est pas ça le débat. Mais la question, c'est que chaque proposition soit considérée a priori comme légitime et soit une base de la réflexion, et avec, à la fin, c'est notre obligation, c'est de faire des propositions qui changent la donne pour l'intérêt général. Qui change la donne à quel niveau? On parle d'éducation, on parle d'énormément de choses. Pour l'instant, il y a déjà un rapport, un livre blanc de 133 pages que j'ai compulsé hier pour préparer l'émission. Il y a énormément de sujets autour de l'information. Mais ça va du statut du journaliste à la participation citoyenne, à l'éducation aux médias, en passant par éventuellement la création d'un ordre des journalistes ou pas. Ça va dans tous les sens. Comment on fait pour s'en sortir là-dedans? Ce qu'il faut, c'est construire une vision. C'est-à-dire, on peut, sur ces sujets-là, répondre par petits bouts. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on a commencé à faire. Alors, il ne faut pas oublier d'ailleurs, pour ne pas être négatif, l'Union européenne, le Parlement européen, la Commission européenne, ont, au cours de la mandature qui est en train de s'achever, fait beaucoup. Il y a un certain nombre de lois qui ont été passées. Ça ne suffit pas, on le voit bien. Après, elles commencent à être mises en œuvre, il faudra voir comment elles sont mises en œuvre, mais il faut faire plus. Et puis au niveau national, il y a des dispositifs d'aide à la presse, de régulation des concentrations dans l'audiovisuel. Il y a des demandes, vous le disiez, sur l'indépendance, comment sécuriser l'indépendance éditoriale, qui sont des demandes populaires fortes. Comment on y répond? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va nécessairement réduire l'ensemble des propositions qui sont faites, mais pour arriver à, en tenant compte de la réalité du paysage aujourd'hui, à voir comment faire des propositions structurelles qui changent la donne et qui permettent pour les citoyens de protéger la fiabilité, l'indépendance, la liberté,
le pluralisme de l'information. Il y a des propositions autour de l'éducation aux médias qui font consensus. Le gouvernement en a déjà parlé. Ça doit être vraiment un engagement fort d'informer les citoyens, et pas que à l'école, tout au long de la vie, sur la manière dont on construit l'information, sur nos médias. Les médias locaux ont un rôle majeur à jouer sur ce sujet de l'éducation aux médias, au-delà de la semaine de la presse à l'école, une fois par an au printemps. C'est bien, mais on peut mieux faire que ça. Alors, j'ai envie de dire, les radios associatives, globalement, notamment celles en milieu scolaire, et la Sarthe est particulièrement dotée de radios associatives en milieu scolaire, notamment en fréquence sillée, Cartable FM au Mans, Radio Prévert à Pont-Valin et à La Flèche, Contact FM à Château-du-Loir. C'est un travail qu'on mène depuis très longtemps. De fait, je pense qu'il y a eu un déclic politique au moment des attentats de Charlie Hebdo. C'est là que tout a commencé. Parce que à un moment, c'est installer le débat, est-ce qu'on a le droit ou pas, à un moment, de faire ou de ne pas faire. Dans nos radios, ça a été un vrai sujet, violent. Parce que, voilà, en fonction de qui on était, on n'avait pas tout à fait la même réaction. Ça pose la question de la liberté, finalement. Est-ce qu'on est prêt à accepter aussi une liberté, sachant que la liberté, vous le savez, elle est toujours encadrée. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Dans un média, oui. Il y a une éthique, il y a une charte des journalistes, donc tout cela est quand même très réglementé. Tout ça pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc il y a aussi une responsabilité. On s'intéresse aussi de près à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos téléspectateurs. C'est ce qu'on enseigne toujours quand on intervient, nous, en éducation aux médias, ce qui s'appelle les lois de proximité. C'est quand on est, par exemple, un média local, on s'intéresse au plus près de ce qui intéresse nos auditeurs, nos lecteurs, nos téléspectateurs. Donc il y a toute cette réflexion que l'on mène. Et je pense qu'aujourd'hui, pour rencontrer ces jeunes-là avec lesquels on intervient, ils en ont marre d'entendre parler des fake news. Oui, absolument. Ils sont saoulés, quoi. Et je pense qu'ils maîtrisent ce sujet et que nous, Quadra, Quinca, on a l'impression qu'il faut encore qu'on leur en parle beaucoup. Ils nous disent c'est bon, on a compris. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise, parce que la façon de s'informer sur les médias, les réseaux sociaux, attention à ne pas confondre une information avec une opinion. Et puis il y a l'avènement de l'intelligence artificielle également. Mais ça, attention. Mais en tout cas, l'éducation aux médias, c'est quelque chose qui aujourd'hui, de très près, intéresse le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, l'ARCOM, qui est le régulateur de l'audiovisuel en France. Et c'est la raison pour laquelle nos deux organisations nationales, SNRL et CNRA, sont en train de travailler à une enquête auprès de plus de 750 radios associatives en France, parce que de fait, il y a aussi, je dirais, des requins qui arrivent, des boîtes privées, on va le dire franchement, qui profitent de cette opportunité pour se faire du flouze, pour être aussi vulgaire que ça, et qu'ils ne font pas du média, de l'éducation aux médias. Ils font tout à fait autre chose. Nous, on est là pour apprendre comment se construit un média. Et non seulement on est là pour leur apprendre comment se construit le média, mais on leur apprend à faire. Et quand on commence à faire, là, on prend la mesure du travail du journaliste. Je vais vous citer un exemple. L'opération Classe Presse, qui est menée en partenariat avec le conseil départemental. On fête les 20 ans de cette opération en Sarthe. Cette année. Le principe, il est simple. C'est 15-20 classes de collège qui s'inscrivent à cette opération Classe Presse et qui vont effectivement regarder comment est fabriqué un journal. C'est en coopération avec nos collègues du Maine Libre, mais qui vont écrire. Et on va les publier. Et on les accompagne. On a des collègues journalistes qui prennent sur leur temps et qui vont accompagner ces jeunes pour travailler un angle de sujet, écrire le sujet, faire de la photo et donc informer sur une telle ou telle thématique. Et on a un deuxième volet, qui est les conférences fake news, là aussi, sur la base de l'engagement des journalistes de la rédaction. Et c'est incroyable comme ces conférences ont un succès fou. Et plus particulièrement au niveau des collégiens, des lycéens. Parce que c'est une vraie question chez eux. Voilà. Et là aussi, nous, il faut qu'on réponde à ces interrogations, à la fois par ces conférences, mais aussi dans nos contenus. Et parfois, d'aller un tout petit peu plus loin que la simple information que l'on traite, mais d'éclairer cette information par du décryptage, en racontant parfois les coulisses. Les interviews de ministres, par exemple, de plus en plus, on va voir apparaître une interview relue et validée par le ministère. Voilà, ça existe.
Et ça existe aussi dans les départements. Oui. Parce que certains qui ont eu des pratiques ou des cursus ministériels appliquent ça ensuite quand ils reviennent dans leur ville, département. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit dire. À partir du moment où c'est la pratique, on doit le dire transparent de façon dans à ce que le lecteur, Mhm. il va prendre cette information, il va savoir. Voilà. Il va savoir. Et donc, on lui donne l'information que ça a été relu. Et quand c'est pas cité, eh bien, c'est un travail journalistique classique. Libre. Voilà. Et ce travail qui est mené est super intéressant parce qu'en pratiquant l'information, c'est là qu'on se rend compte de la difficulté à faire de l'information. Il faut faire des choix, il faut savoir comment on transmet l'information, avec quels mots justes. Vous voulez dire que c'est un métier. Oui, de journaliste, c'est un métier, bien évidemment. Et ce qui est extraordinaire dans le travail qu'on fait d'éducation aux médias, mais depuis des années, c'est qu'on soulève des vocations. Et donc ça c'est quand même plutôt important parce que ça permet après d'aller dans des écoles de journalisme, etc. Et c'est aussi une nouvelle génération qui arrive, tout simplement, même si on le dit, être journaliste aujourd'hui, c'est au niveau salarial pas toujours à la hauteur du travail qui est fourni, que ça fait partie des revendications, contrairement à ceux qui effectivement nous font la messe tous les jours sur les télévisions en continu, qui sont d'ailleurs d'un certain âge, il faut penser à la retraite à un moment, et qui sont extrêmement... Il faut extrêmement... on y arrive à la retraite, mais on va peut-être la prendre parce qu'on vient de nous en rajouter 2 là. Mais ça aussi c'est de l'information. Enfin, à un moment, on est là pour entendre les colères. Ouais. Voilà, parce que s'il y avait au niveau des colères autant de mobilisation dans la rue, peut-être qu'il y a des choses qui changeraient aussi. Merci messieurs. Je rappelle que vous pouvez écouter Radio Alpa au Mans sur 107.3, sur le DAB+, maintenant également. Et que le ton est donné, vous l'avez compris. radioalpa.com pour le site internet. Ouest France dans tous les kiosques, par abonnement et sur ouest-france.fr. Très bon site d'information, si je peux me permettre. Et puis des sources internet pour aller plus loin sur le sujet, les états généraux de l'information, pour aller plus loin sur ce sujet, états-généraux-information.fr, ça s'affiche au bas de votre écran. Un rapport, le premier rapport citoyen dont vous avez parlé, le lecz.fr. Vous pouvez lire ces 133 pages qui sont absolument passionnantes si vous vous intéressez à tous les champs de l'information en France. Et puis c'est à peu près tout. Jean-Yves, le mot de la fin. Il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire Breton, au carrefour de la pensée en 2022. Qui se sont intéressés à la question de la manière dont se construisait l'information, la manière dont la manière dont un journaliste dans une rédaction est libre, parce que s'il ne traite pas le sujet que le patron, pour lequel le patron le paie, il est viré. Allez voir ça, c'est sur YouTube, Carrefour de la pensée 2022. Absolument, organisé par la ville du Mans, le Mans Métropole. Et l'université. Les états généraux, c'est jusqu'à quand ? Ça va aller jusqu'à fin juin, sans doute. Donc, il y a encore de nombreux mois de travail. Mais c'est un gros boulot. La presse avait titré, quand on a lancé, un chantier titanesque, un chantier colossal. C'était vrai. Mais enfin bon, ça vaut la peine de se battre. Vous ne désespérez était juste. pas. Oui. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. À très vite dans le débat sartois.